Le 2 décembre 1941, une patrouille de motocyclistes allemands atteignit le village de Kimi, à 5 km. C'est tout ce qui les séparait du Kremlin. À travers des jumelles gelées, ils virent les flèches dorées de Staline. Ils pouvaient compter les dômes en oignons. Un soldat écrivit à sa mère « Maman, nous voyons Moscou, la guerre est presque terminée ». 72 heures plus tard, ces mêmes hommes couraient pour sauver leur vie. La température chuta à moins 40 degrés. Ils laissèrent tout derrière eux. Les chars, les canons, les camarades blessés. Des hommes qui pensaient avoir gagné grelottaient maintenant à mort dans la neige. C'est ainsi que 5 km changèrent le monde. Le 22 juin 1941, Hitler déchaîna l'enfer. 3 800 000 soldats allemands traversèrent la Russie, la plus grande invasion de l'histoire humaine. Ils avancèrent comme l'éclair. Minsk tomba en 5 jours, Smolensk en 3 semaines. En octobre, ils avaient capturé 3 millions de prisonniers soviétiques, détruit 20 000 chars. L'armée rouge semblait vaincue. Le maréchal Fedor von Bock commandait la force centrale. Il écrivit dans son journal « L'ennemi est brisé, Moscou tombera dans la semaine ». Hitler passa à la radio, le 3 octobre. L'Union soviétique ne se relèvera jamais. Le 2 octobre, ils lancèrent l'opération Typhon, le coup final. 1 900 000 soldats, 2 000 chars, 14 000 canons, tous dirigés vers Moscou. Le plan était parfait. En 2 semaines, ils piégèrent 670 000 soldats soviétiques à Vyazma et Briansk. La route vers Moscou était ouverte. Le commandant de chars allemand Heinz Guderian fonça en avant. Ses chars couvrirent 200 km en 3 jours. Rien ne pouvait les arrêter. Mais quelque chose les arrêta. Pas des balles, pas des bombes, la boue. Les pluies d'octobre arrivèrent tôt cette année-là. Les routes se transformèrent en marécages. Les chars s'enfonçaient jusqu'à leurs tourelles. Les camions disparurent complètement. Les chevaux se noyaient en essayant de tirer les canons à travers la vase. Les Russes l'appelaient Rasputitsa, le temps sans route. Le journal de Guderian, le 28 octobre. La boue est pire que l'ennemi. Nous nous noyons dedans. Par conséquent, quand les températures chutèrent enfin et gelèrent la boue en novembre, les Allemands avaient perdu des semaines précieuses. Et ces semaines leur coûteraient tout. Le 7 novembre 1941, la neige tomba sur la place rouge. Staline se tenait sur le mausolée de Lénine. L'artillerie allemande tonnait à 40 km. Il ne cligna pas des yeux. Au lieu de cela, il tint un défilé militaire. Les chars roulèrent. Les soldats marchèrent en formation. Directement du défilé, ils allèrent aux lignes de front. Le message de Staline était clair. Moscou ne se rendrait pas. Les Allemands regardaient à travers les jumelles, choqués. Ils s'attendaient à la panique. Ils virent la défiance. Puis le véritable ennemi arriva. Le 15 novembre. Température moins 20 degrés Celsius. Les soldats allemands portaient encore des uniformes d'été. Le haut commandement avait promis des vêtements d'hiver. Les vêtements ne vinrent jamais. Wilhelm Hoffmann, soldat d'infanterie, écrivit « J'ai enroulé des journaux autour de mes pieds. Le papier s'est transformé en glace. Maintenant je n'ai plus d'orteils. Les moteurs des chars ne démarraient pas. L'huile devint solide. Les mitrailleuses s'enrayaient. Les gâchettes gelées cassaient les doigts. Les lunettes de visée se fissuraient. Les batteries radio mouraient. Mais les Allemands continuaient à attaquer. Ils devaient prendre Moscou avant que l'hiver complet ne s'installe. Le 28 novembre, température moins 30 degrés. Le médecin allemand Heinrich Happa enregistra « J'ai amputé 60 membres gelés aujourd'hui. Demain sera pire ». En décembre, les pertes dues aux gelures dépassaient les blessures de combat. 100 000 soldats allemands perdirent des doigts, des orteils ou des membres à cause du froid. Les soviétiques connaissaient ce froid. Le général Georgi Zhukov avait pris le commandement le 10 octobre. Il ordonna à ses hommes « Laissez l'hiver combattre pour nous ». Les soldats soviétiques avaient des vêtements chauds, des bottes en feutre et des chapeaux de fourrure. Leurs armes utilisaient une huile différente qui ne gelait pas. Leurs chars avaient des chenilles plus larges pour la neige. Les soldats allemands commencèrent à dépouiller les Russes morts pour leurs vêtements. Le caporal Franz Bauer admit « J'ai pris les bottes d'un Ivan mort. Ses pieds étaient plus petits que les miens, mais des pieds gelés valent mieux que pas de pieds. » Par conséquent, alors que les forces allemandes faisaient leur dernier assaut, elles ne combattaient plus un seul ennemi. Elles combattaient 2, et le deuxième ennemi ne dormait jamais, ne battait jamais en retraite, ne montrait jamais de pitié.
Le 2 décembre 1941, après-midi, la patrouille de motocyclistes du sergent Klaus Müller entra à Kymi. Ils s'arrêtèrent à la gare. À travers la neige qui tombait, il y avait le Kremlin. Müller appela le quartier général par radio. « Nous pouvons le voir. Nous pouvons voir Moscou. » Ils y étaient arrivés. Après 2000 km, après 5 mois de sang et de mort, ils pouvaient voir leur prix. Mais Moscou n'était pas vide. C'était une forteresse. Chaque usine devint un point fort. Les ouvriers soudèrent des pièges à chars en poutres d'acier. Les enfants remplissaient des bouteilles d'essence pour les cocktails Molotov. Les femmes creusaient des fossés anti-chars dans le sol gelé. 800 000 civils se préparaient à combattre. Les Allemands frappèrent 3 forteresses de banlieue, Toula, Klin et Mosaïsk. À Toula, les ouvriers d'usine se joignirent aux troupes régulières, Der Kraus, infanterie allemande. Chaque ouvrier avait un fusil, ils combattaient plus dur que les soldats, ils défendaient leur maison. Les chars allemands entrèrent dans la ville, les ouvriers soviétiques jetèrent des cocktails Molotov des toits des usines. 23 chars brûlèrent dans une rue. Klein se transforma en broyeur de viande. Chaque bâtiment contenait des tireurs d'élite, chaque sous-sol cachait des mitrailleuses. Hans Faber, équipage de Panzer. Nous ne pouvions pas utiliser nos chars, trop de décombres, trop d'embuscades. Nous avons combattu pièce par pièce, mourant pour chaque mètre. À Krasnaya Pakra, les Allemands capturèrent le domaine où Tolstoï écrivit Guerre et paix. À 23 km du Kremlin, ils installèrent l'artillerie. Ils pouvaient bombarder les banlieues de Moscou. Le général Wilhelm Ritter von Leeb nota « Nous sommes si près, mais les hommes sont épuisés ». Les divisions allemandes étaient des ombres. La 2e division Panzer avait 30 chars restants sur 260. L'infanterie 87e, 1500 hommes debout sur 7000. Et puis ils entendirent des sifflets de train. Pas de l'avant, de derrière les lignes soviétiques. Le plus grand secret de Staline arrivait. Des divisions sibériennes fraîches. 250 000 hommes entraînés à la guerre d'hiver, équipés des nouveaux chars T-34. Staline les avait gardés cachés, attendant. Son espion, Richard Sorge, avait confirmé que le Japon n'attaquerait pas la frontière orientale de la Russie. Ses troupes étaient libres de combattre. Le général Konstantin Rokossovski les vit arriver. Il descendait des trains en chantant « À pleine force, équipement complet, prêt à attaquer ». Par conséquent, au moment où les Allemands pouvaient voir la victoire, cette victoire était déjà perdue. Ils ne le savaient simplement pas encore. Le 5 décembre 1941, matin. Moins 40 degrés. Les siècles allemands entendirent d'abord un grondement sourd, puis plus fort, puis assourdissant. L'artillerie soviétique. Des milliers de canons ouvrant le feu. Le sol trembla, le ciel devint orange. 1 100 000 soldats soviétiques attaquèrent. 7000 canons. 1000 avions, des troupes fraîches criant hurrah alors qu'elles chargeaient à travers la neige. La ligne allemande se brisa comme du verre. Le soldat Ernst Bner mangeait du pain gelé quand les soviétiques envahirent sa tranchée. Il venait de nulle part. Des fantômes blancs dans la neige. Nous avons couru, tout le monde a couru. Aucune unité allemande n'était prête. Ils n'avaient pas de position d'hiver, pas de fortification, pas de réserve. Ils avaient tout utilisé en essayant de prendre Moscou. Maintenant, ils n'avaient rien pour se défendre. La panique se propagea comme un feu. La 4e armée abandonna ses positions, laissant les hommes blessés crier dans la neige. La 9e armée se dissout en groupes en fuite. Les officiers perdirent le contrôle, les cartes étaient inutiles, les boussoles s'arrêta. Silence radio. Personne ne savait où se trouvait quiconque. Le maréchal von Bach supplia Hitler. Nous devons nous retirer maintenant ou perdre l'armée entière. 16 décembre. La réponse d'Hitler. Pas de retraite, pas un pas en arrière. Tout commandant qui se retire sera fusillé. Mais la retraite avait déjà commencé. Rien ne pouvait l'arrêter. Les Allemands ont abandonné tout. 1000 chars, gelés complètement, des cercueils de métal inutiles, 20 000 véhicules sans carburant, ensevelis dans la neige. Les soldats ont jeté les armes pour courir plus vite, ont laissé les dépôts de ravitaillement en flammes, ont laissé les hôpitaux de campagne avec les patients encore à l'intérieur. Le journal du lieutenant Friedrich Ellner, 20 décembre. Ce n'est pas une retraite, c'est un effondrement. L'armée se meurt. Les soviétiques les ont poursuivis sans relâche. Les chars T-34 ont écrasé les colonnes en fuite. Les unités de cavalerie avec des sabres ont abattu les traînards. Les troupes de ski ont surgi des forêts, ont attaqué, puis ont disparu. Les avions ont mitraillé tout ce qui se mouvait sur les routes. Au 7 janvier 1942,
Les Allemands avaient été repoussés de 100 à 250 km. 250 000 victimes, gelées, blessés, morts ou disparus. Des divisions entières ont cessé d'exister. Le général Franhalder, chef d'état-major, a affronté Hitler. Nous avons perdu 500 000 hommes depuis juin. Nous ne pouvons pas les remplacer. Hitler l'a renvoyé. Par conséquent, la Wehrmacht invincible, la force qui a conquis la France en 6 semaines, a été brisée aux portes de Moscou. Il ne se rétablirait jamais complètement. Moscou n'était pas seulement une ville, c'était le cœur battant de l'Union soviétique. 11 grandes lignes ferroviaires s'y rencontraient. Couper ces lignes, l'Union soviétique ne pouvait pas déplacer les troupes, ne pouvait pas approvisionner les usines, ne pouvait pas nourrir son peuple. Moscou produisait 10% des chars, avions et munitions soviétiques. Perdre Moscou, perdre la guerre. Mais la bataille signifiait plus que la stratégie. Avant Moscou, la Wehrmacht n'avait jamais perdu. La Pologne conquise en 5 semaines, la France 6 semaines, la Yougoslavie 11 jours, la Grèce 3 semaines. La machine militaire allemande semblait inarrêtable, la résistance semblait vaine. Le 5 décembre a tout changé. Winston Churchill a entendu la nouvelle à Londres. Il a dit au Parlement « Les Allemands ont été vaincus, ils peuvent être vaincus à nouveau ». Le président Roosevelt observait depuis Washington. Il a vu que les Soviétiques pouvaient combattre, combattraient, pourraient gagner. L'aide du pré-bail américain a augmenté 10 fois. Le changement psychologique était de niveau séisme. Le soldat soviétique Ivon Kopets a écrit à sa femme « Nous les avons chassés. Les puissants Allemands ont fui devant nous. Je n'ai jamais ressenti une telle fierté. » Le caporal allemand Hans Roth a écrit « Nous pensions que nous étions des surhommes. Maintenant, nous savons que nous ne le sommes pas. Nous pouvons perdre. Nous allons perdre. » Le 7 décembre, 2 jours après le début de la contre-offensive soviétique, le Japon a attaqué Pearl Harbor. Le 11 décembre, Hitler a déclaré la guerre à l'Amérique. Il combattait maintenant sur 2 fronts, contre 3 superpuissances. L'historien militaire John Keegan l'a appelé la semaine la plus catastrophique de l'histoire allemande. Les chiffres racontent l'histoire. En 3 mois autour de Moscou, environ 1 million de pertes au total. L'Allemagne a perdu 250 000 hommes qu'elle ne pouvait pas remplacer. Équipement perdu pour 50 divisions, perdu leurs meilleurs commandants, renvoyés ou morts, perdu l'initiative à jamais. Après Moscou, l'Allemagne n'a jamais lancé une autre offensive stratégique réussie à l'Est. Seulement des retraites, seulement des défaites. Stalingrad, Koursk, Berlin. Le maréchal soviétique Zhukov l'a dit simplement « Moscou est l'endroit où nous avons cessé de battre en retraite et avons commencé à avancer. Nous avons avancé jusqu'à Berlin. Par conséquent, ces 5 kilomètres, ce minuscule écart entre les doigts allemands et la gorge de Moscou, sont devenus l'espace où l'histoire a basculé, où le Reich millénaire d'Hitler a commencé sa spirale mortelle de 3 ans. Helmut Hoffmann a à peine survécu à Moscou. 40 ans plus tard, il est revenu. Il s'est tenu à Kimi, où son unité voyait le Kremlin. Il a pleuré. J'avais 21 ans, je pensais que nous libérions la Russie. J'ai laissé mes amis gelés dans ces champs pour quoi ? Pour rien. 800 000 civils soviétiques sont morts en défendant Moscou. Loïda Pavilchenko, tireuse d'élite féminine avec 309 victimes, a témoigné « Chaque Allemand que j'ai tué, je pensais à mon frère. Les Allemands l'ont tué à Smolensk, Moscou était personnel, Hitler a blâmé tout le monde sauf lui-même. Il a renvoyé 35 généraux après Moscou. Il a blâmé la lâcheté, blâmé le défaitisme, n'a jamais mentionné sa plus grande erreur, interdire l'équipement d'hiver parce qu'il pensait que la guerre se terminerait avant l'arrivée de l'hiver. » Wilhelm Keidle, du haut commandement allemand, a admis après la guerre que Moscou a brisé Hitler. Il n'a jamais été le même, n'a jamais fait confiance à ses généraux à nouveau. Les soviétiques ont tiré des leçons différentes. Staline avait presque détruit son armée avec des purges avant la guerre. Après Moscou, il a écouté ses généraux, laissé Zhukov diriger, laissé les professionnels combattre. Ce changement a aidé à gagner la guerre. Le général Hiver reçoit trop de crédit. Oui, l'hiver était brutal, mais l'hiver seul n'a pas arrêté les Allemands. Le sang soviétique les a arrêtés. Le courage soviétique, le sacrifice soviétique, la stratégie soviétique. La météo était une arme, mais les gens ont appuyé sur la gâchette. Les historiens modernes ont calculé le moment. Si les Allemands avaient pris Moscou, l'Union soviétique aurait pu s'effondrer. Pas de front oriental signifie 40 divisions allemandes libérées pour l'Afrique du Nord et l'Europe occidentale. Le débarquement aurait pu échouer. Les bombes atomiques auraient pu tomber sur Berlin, pas sur Hiroshima. La guerre froide aurait pu ne jamais se produire ou s'être produite différemment. Tout cela à cause de 5 kilomètres. Le 5 décembre est maintenant jour de gloire militaire en Russie. Les vétérans se rassemblent au monument à Kimi.
Ils se souviennent des amis qui ne sont pas rentrés à la maison. Ils se souviennent de quand Moscou s'est tenu seul contre l'obscurité et a gagné. L'inscription du mémorial se lit. Ici, en 1941, l'avance fasciste sur Moscou a été arrêtée. 5 km, 3 jours en décembre, 1 100 000 soldats soviétiques disant « pas un pas de plus ». C'est comme ça qu'on change le monde. Les flèches dorées du Kremlin brillent toujours aujourd'hui. Elles ont vu la retraite de Napoléon, la défaite d'Hitler, la chute de l'Union soviétique et l'ascension de la Russie. Mais décembre 1941 reste le moment où un envahisseur s'est le plus rapproché de la conquête de Moscou depuis les Mongols, mesuré en sang, mesuré en glace, mesuré en exactement 5 km gelés. Les soldats allemands qui ont aperçu Moscou à travers des jumelles gelées ont porté cette image à jamais. Le moment où ils ont presque gagné. Le moment où tout a changé. Le moment où un empire est mort dans la neige russe, à 5 km de la victoire. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de plongées historiques fascinantes de la Deuxième Guerre mondiale chaque semaine. Merci de regarder.